Bon, nous allons donc aborder cette quatrième session de notre colloque qui a pour thème la science confrontée au relativisme, avec donc deux intervenants. D'abord Alain Fischer. Alain Fischer est professeur au Collège de France. Il a la chaire de médecine expérimentale et il est par ailleurs le directeur de l'Institut Imagine à l'hôpital Necker, qui est l'institut qui fait des recherches notamment sur les maladies rares. Et si j'ai demandé à Alain de venir, c'est bien sûr à cause de son expérience scientifique, mais aussi à cause de l'expérience plus récente qu'il a eue d'avoir à piloter la réflexion sous la forme d'une conférence de citoyens sur les problèmes de la vaccination. Et dans cette expérience, il a bien sûr été à la fois confronté aux réactions de la société, aux rapports avec les pouvoirs publics. Avec les pouvoirs publics, d'un certain point de vue, il a eu gain de cause puisque a été prise la décision de rendre obligatoire une douzaine de vaccinations, mais sa victoire dans l'opinion publique, elle est peut-être plus discutable, et donc il nous parlera de cette expérience et des leçons qu'il en tire. Ensuite, s'exprimera Serge Haroche, qui est professeur émérite au collège, qui était administrateur du Collège de France, que vous connaissez tous parce qu'il a eu le prix Nobel de physique. Et Serge, depuis plusieurs années, s'intéresse justement à cette question du statut de la science dans nos sociétés. Et il avait piloté avec moi, il y a 4 ans maintenant, le colloque de rentrée du Collège de France, qui avait eu pour thème science et démocratie. Et depuis cette période, eh bien, il ne cesse d'intervenir et de réfléchir à la question. Et donc, il nous fera part de l'état de ces réflexions sur le sujet à un moment où la question devient, si je puis dire, chaque jour plus pressante. Bon, ben donc c'est d'abord Alain Fischer qui prend la parole. Merci Pierre de me donner l'occasion d'évoquer devant vous en fait une étude de cas qui, je pense, va illustrer un certain nombre de considérations qui ont été évoquées tout au long de la journée. Et je pense que vous allez retrouver beaucoup d'éléments d'illustration. Pour des raisons techniques, je vais commencer par un petit film que j'avais prévu de passer en cours d'exposé, mais c'est trop compliqué de le faire passer pour moi en cours d'exposé, donc je vous le passe tout de suite, qui est une illustration de cette concertation citoyenne qui a eu lieu sur la vaccination. Toi, tu es infirmier, donc c'est facile. En tant que médecin, qu'est-ce que je dois faire quand il y a une pénurie ? C'est à vous de les donner, pas aujourd'hui, mais à la fin des 6 jours. Donc pour l'instant, on vous demande de comprendre les questions qui vous sont posées et vous avez peut-être déjà des premières idées, mais votre opinion collective va évoluer, va se nourrir, va se nuancer. Vous allez passer par des phases de doute, des phases de certitude, des phases de doute à nouveau. Et à la fin, vous aurez un avis collectif. Un avis collectif, ça ne veut pas dire un consensus. On ne vous demande pas d'être d'accord, tous ensemble sur tout. On vous demande d'argumenter vos positions. Donc voilà, ce petit film illustre très brièvement ce qui a été, je pense, un élément charnière dans la réflexion autour de la problématique de la vaccination qui est confrontée en première ligne aux fausses nouvelles dans notre pays et également à l'échelle mondiale. Donc j'aurai l'occasion tout à l'heure de réévoquer ce qu'a été cette concertation citoyenne et ce que l'on peut en dire aujourd'hui. Je voudrais découper mon exposé en 4 parties. La première concerne un rappel de quelques faits sur la vaccination, qui est une discipline éminemment scientifique avec son application médicale, pour discuter ce qui est évidemment au cœur du débat aujourd'hui, le fait que c'est un domaine où s'est développé de façon importante beaucoup de croyances, se sont développées beaucoup de croyances, des rumeurs, et que cela a des conséquences en termes de santé publique, comme vous allez le voir, et ce qui a déclenché un mouvement vers l'organisation de cette conférence citoyenne. Et nous essayons d'en faire un premier bilan, sachant qu'évidemment, il est encore bientôt pour en tirer des conclusions. Mais je pense que cela a un certain intérêt dans la discussion de ce jour. Quelques faits. La vaccination n'est pas nouvelle. Elle a 200 ans pour les premiers vaccins, mais elle est considérée comme étant la plus grande avancée de la médecine par le nombre de vies qu'elle sauve. Elle est universelle, ce qui sert de fond d'écran à cette diapositive,
est une affiche utilisée en Chine en 1952 dans le cadre de campagnes de vaccination. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ chaque année, les vaccins sauvent de l'ordre de 2 500 000 vies dans le monde. Et nous savons que depuis plus de 30 ans, une maladie infectieuse a été éradiquée par la vaccination. Il s'agit de la variole. Et plusieurs d'entre elles, au moins en ce qui concerne la France, ont disparu, bien qu'elles puissent réapparaître. C'est le cas notamment de la diphtérie et du tétanos. Une notion très importante lorsqu'on discute de la vaccination et lorsqu'on est confronté à un certain nombre d'éléments de contradiction qui sont peu rationnels est le concept que la vaccination repose sur la notion d'immunité de groupe, que je vous expliquais brièvement tout de suite, c'est-à-dire que la vaccination en fait est un acte de solidarité. Si on vaccine une majorité d'une population, idéalement 95% d'entre elles, non seulement on protège ces personnes contre les maladies infectieuses à l'égard desquelles les vaccins sont administrés, mais aussi on vaccine ceux qui ne sont pas vaccinés, soit parce que pour des circonstances diverses, ils n'ont pas accès à la vaccination. On peut penser en particulier aux personnes en situation précaire, mais aussi aux personnes qui refusent la vaccination. On protège les petits nourrissons avant l'âge du début de la vaccination, notamment contre des maladies mortelles que sont la coqueluche ou certaines méningites. On protège les personnes fragiles qui, parce qu'elles ont un traitement pour un cancer ou une maladie qui provoque une déficience des réponses immunitaires, ne peuvent pas être directement vaccinées. Et on protège les personnes âgées qui, au-delà d'un certain âge, malheureusement, n'ont plus une immunité très vaillante et dont la protection contre les infections repose sur la vaccination de leur environnement. Donc ce concept d'immunité de groupe est central. Évidemment, il est associé à une notion de solidarité et il permet de réfuter un de ces faux arguments dont on entend souvent parler concernant la vaccination, qui est le choix individuel. La vaccination a une longue histoire, évidemment je ne vais pas la détailler ici. Elle commence en 1796 en Grande-Bretagne, dans l'ère moderne en tous les cas, avec Jenner et la vaccination contre la variole, avec la vaccine, d'où le nom de vaccination. Elle se poursuit avec Pasteur et tout au long du XXe siècle, comme vous pouvez le lire, parmi les nombreux vaccins, il en existe aujourd'hui 24 disponibles en France contre 24 maladies infectieuses. J'ai marqué sur cette diapositive en bleu les fameux vaccins qui sont depuis quelques semaines obligatoires en France. Nous allons y revenir et s'y ajoute aussi, en 1926, l'apparition des adjuvants aluminiques, qui est un grand sujet de polémique et de fake news concernant la vaccination. La vaccination est efficace. 2 exemples, je ne vais pas être trop long. Ici, la vaccination contre la coqueluche. Vous avez les statistiques françaises émanant à l'époque de l'Institut de veille sanitaire, qui est maintenant Santé publique France, qui vous montrent en ordonnée le nombre de cas de coqueluche et la disparition, quasi-disparition, malheureusement, pas tout à fait la disparition presque obtenue de coqueluche à partir de l'introduction de la vaccination en 1966. Peut-être encore plus spectaculaire si on se rappelle ce qu'ont été les conséquences de la poliomyélite, c'est la disparition, là c'est la complète disparition de cas autochtones en France de poliomyélite après l'introduction de 2 vaccins, d'abord le vaccin dit inactivé, VPI, sur le schéma, puis VPO, vaccin oral, peu importe. Le vaccin, comme vous pouvez le lire, devient obligatoire en 1964 et vous pouvez aisément vous apercevoir que le nombre de cas déclarés par million d'habitants chute à 0, ce qui est toujours le cas, et évidemment, il n'y a plus de mortalité. Donc les succès de la vaccination sont manifestes, mais si on interroge la population, et je vais vous le montrer de façon plus précise, il existe au sein de la population mondiale, plus spécifiquement au sein de la population française, une certaine défiance à l'égard de la vaccination, et je dirais malheureusement cette défiance est en partie partagée par les professionnels de santé, ce qui n'est pas sans conséquence. Dans les enquêtes d'opinion les plus récentes, à partir d'un baromètre d'opinion où la même question est posée de façon identique au cours des 20 dernières années, il apparaît qu'environ 25% des Français doutent de la sécurité et ou de leur efficacité. Cela vous est montré ici. Plus les rectangles sont rouges, moins les gens sont favorables à la vaccination. Vous pouvez voir qu'en l'an 2000, la colonne de gauche, il y avait environ 8% de Français qui étaient soit plutôt pas ou pas du tout favorables à la vaccination, mais qu'aujourd'hui, mis à part la situation de 2010, qui est particulière parce que l'enquête d'opinion suit immédiatement la pandémie grippale et une gestion discutable de cette pandémie grippale par le gouvernement de l'époque, qui a entraîné
un boom de défiance, mais si on oublie la colonne de 2010, on est quand même sur une tendance indiscutable qui fait que la dernière analyse montre que 25% des Français maintenant doutent de la vaccination et donc que la pente ne va pas dans le bon sens. Si on interroge les professionnels de santé, et par exemple les médecins qui sont en première ligne, ce sont les personnes, lorsqu'on interroge la population, qui sont les premières consultées concernant l'attitude à adopter à l'égard de la vaccination. Lorsqu'on interroge, et en 2007 et en 2015, des médecins généralistes en France, on leur pose la question si demain il n'y avait plus d'obligation vaccinale à l'égard des vaccins diphtérie, tétanos et polio, qui étaient, je vous le rappelle, les vaccins obligatoires en France jusqu'à la fin de l'année dernière, un peu plus de 15% d'entre eux disent qu'ils n'insisteraient pas sur l'importance de la vaccination. Donc la défiance, elle est présente dans le corps de santé, ce qui évidemment a un effet démultiplicateur évident. Et puis, si on interroge les parents en âge d'avoir des enfants, également sur cette vaccination obligatoire, c'est illustré sur ce camembert, 13% d'entre eux répondent que si demain il n'y avait plus de vaccin obligatoire du tout en France, 13% répondent que certainement ou probablement ils ne feraient pas vacciner leur enfant. Et il faut encore noter que 31% disent oui, nous ferions vacciner nos enfants, mais probablement, pas certainement. Donc c'est un élément de défiance qui est évidemment assez notable et significatif. Ce n'est pas juste une opinion, c'est une opinion qui a des conséquences. Lorsqu'on apprécie ce qu'il en est aujourd'hui en France en ce qui concerne la vaccination, on s'aperçoit que les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Quelques exemples, sans être trop long et donner trop de chiffres. La vaccination contre le méningocoque C, qui donne des infections bactériennes sous forme de méningite extrêmement sévère. Vous pouvez lire qu'il y a 110 cas de méningite par an en France, donc 10 à 20 sont mortels et 20% des patients développent des séquelles extrêmement graves. Il y a un vaccin qui était jusqu'ici recommandé, qui est administré dans la seconde année de vie. Vous pouvez lire que le taux d'obtention de couverture vaccinale n'est que de 71%, alors qu'il devrait être de plus de 90%. Et lorsqu'on regarde ce qu'il en est de personnes plus âgées, sachant que les jeunes adultes sont aussi à risque d'infections graves, la protection est extrêmement faible. Donc c'est un échec de cette vaccination qui a été recommandée en France depuis 2010. Il n'en est pas partout ainsi. En Grande-Bretagne, par exemple, le même vaccin a été introduit un peu plus tôt qu'en France. Et lorsqu'on regarde le nombre de cas de méningite à méningocoque C en Grande-Bretagne, que ce soit chez les personnes de moins de 20 ans, la courbe rose, ou de plus de 20 ans, la courbe bleue, vous pouvez voir que très progressivement, après l'introduction de la vaccination, ces cas ont disparu. Il n'y a plus de méningite à méningocoque C en Grande-Bretagne, avec un taux de couverture vaccinale qui est très supérieur à la France, ce qui vous est remontré encore à nouveau ici, où nous sommes en situation d'échec. Donc, ce qui montre que cette défiance, ou dans l'autre sens, l'adhésion à la vaccination, est un phénomène qui a des spécificités nationales, je vais y revenir, mais que ces spécificités nationales ne nous sont pas particulièrement favorables. Un autre sujet qui est d'actualité, on aura l'occasion d'en dire un mot, la vaccination contre la rougeole, qui est couplée à la vaccination contre la rubéole et les oreillons, devrait idéalement toucher 95% des jeunes enfants pour éviter tout cas de rubéole. Il y a un objectif de l'Organisation mondiale de la santé de faire disparaître la rougeole de la surface de la Terre, objectif qui a été atteint en Amérique du Sud récemment, mais pas en France. La couverture vaccinale n'est que de 79%, là où elle devrait être de 95%, et les conséquences ne sont pas négligeables. Entre 2008 et 2012, par exemple, il y a eu une épidémie, ces infections très contagieuses surviennent par épidémie, 25 000 cas connus, 5 000 hospitalisations, 1 500 cas de pneumonie, 31 encéphalites, 20 décès, dont certains chez des sujets qui étaient immunodéprimés, qui ne pouvaient pas être vaccinés par eux-mêmes. Donc ils sont décédés de l'inconséquence de la non-vaccination de leur entourage. Et il y a une épidémie en cours, je pense que vous en avez entendu parler, ce qui en soi est un point intéressant dont je dirai un mot tout à l'heure. Le lien entre ces infections et l'absence de vaccination est largement montré. Il existe une très forte corrélation inverse entre, à gauche, le nombre de cas, l'incidence de cas de rougeole en France entre 2010 et 2011, et à droite, la couverture vaccinale. Vous voyez qu'il y a moins il y a de vaccination en jaune, en gros jaune pâle, plus il y a de cas de rougeole avec des spécificités particulières pour le quart sud-est de la France, dont on pourrait éventuellement discuter. On peut continuer cette liste à la Prévert, mais liste dramatique. L'hépatite B, qui est une infection
connus et qui peuvent être graves. Le taux de couverture vaccinale des jeunes adolescents en France est de 43%, et pourtant, il y a environ 1200 décès par an en France liés à l'hépatite B, de cancer ou de cirrhose. Donc, maladie infectieuse et conséquences mortelles qui pourraient être évitées par une vaccination satisfaisante. Et pour finir cette liste, un mot de la vaccination contre le papillomavirus qui provoque les cancers du col de l'utérus et aussi d'autres formes de cancer. Ce vaccin a été développé il y a une dizaine d'années. Il est préconisé actuellement en France chez les jeunes filles prépubères. Le taux de couverture est de 16%, contre plus de 80% en Grande-Bretagne où la vaccination est pratiquée à l'école. À nouveau, vous voyez l'hétérogénéité française en fonction des régions, ce qui veut dire que la situation actuelle de la France, où il y a à peu près chaque année 3000 cas de cancer de col de l'utérus, avec 7 à 800 décès, est susceptible de perdurer, alors que nous savons, cela a été scientifiquement indiscutablement démontré, que 90% de ces cancers pourraient être prévenus par la vaccination. Donc voilà les faits, la défiance et les conséquences en santé publique qui sont sérieuses de cette absence, ou plus exactement ce défaut partiel de vaccination dans notre pays. Comment réagir? Les autorités de santé françaises connaissent ces chiffres depuis longtemps, ils sont très régulièrement mis à jour. La réponse à ce jour a été assez modeste, même si les acteurs de terrain, les professionnels qui vaccinent tous les jours dans par exemple les centres de protection maternelle et infantile ou dans des centres de vaccination, agissent au mieux et essayent de vacciner, bien sûr, d'informer, d'éduquer, d'expliquer cette vaccination, mais cela, on l'a vu à travers l'évolution de la défiance qui s'est accrue dans notre pays, ne s'est pas avéré efficace. C'est dans ce contexte que cette conférence citoyenne sur la vaccination a été proposée. Je vais vous en dire bien évidemment un mot supplémentaire dans un instant, en sachant qu'elle a débuté donc en mars 2016, elle a eu lieu tout au long de cette année. L'idée était d'une tentative de légitimation sociale d'une approche rationnelle quelle est la science qui justifie cette politique de santé publique, d'essayer de faire savoir et qu'il y ait une prise en compte dans l'action politique de cette politique de santé. En pratique, cela a débuté avec le rapport d'une députée qui s'appelait Madame Hurel, qu'elle avait remise sur la vaccination à Marisol Touraine en janvier 2016, où parmi une série de mesures pour essayer de promouvoir la vaccination, elle avait proposé qu'une telle concertation citoyenne ait lieu, ce que Marisol Touraine a demandé, et donc cela a été mis en place avec un comité de pilotage que j'ai eu la chance, l'honneur en tous les cas de présider, et qui comportait ce comité de pilotage à la fois des experts biologistes et médecins scientifiques, mais aussi des scientifiques des domaines des sciences humaines et sociales, qui, à mon avis, jouent le rôle prépondérant dans ce contexte, et des représentants de la société civile intéressés aux questions de vaccination. Donc nous avons mis en place les jurys, que vous en avez vu travailler un dans le court film, un jury de citoyens et un jury de professionnels de santé non spécialistes de la vaccination, en leur posant les questions que la ministre nous avait posées, qui sont, comme indiqué, comment améliorer la confiance en la vaccination, comment améliorer la couverture vaccinale. Et ce jury a travaillé en 4 temps. Il a d'abord été formé, ils ont passé 6 jours temps plein à travailler, 3 jours de formation, puis un temps d'audition où ils ont écouté les experts, les personnes qu'ils souhaitaient entendre, y compris des farouches défenseurs des fake news de la vaccination, en l'occurrence, puis un temps de débat entre eux. Chaque jury a réfléchi, élaboré ses recommandations, et un 4e temps extrêmement riche, d'ailleurs qui est accessible sur le site internet de la concertation citoyenne, de débat avec le comité de pilotage, l'ensemble associé à des enquêtes d'opinion dont j'ai déjà parlé, à une plateforme d'expression sur le net, à d'autres auditions, a contribué à la rédaction d'un rapport qui avait été remis à la ministre, donc fin novembre 2016, avec un travail de bilan, en partie je vous l'ai déjà décrit, et bien naturellement de propositions. Donc ça, c'était mon petit film qui aurait dû passer à ce moment-là, mais vous le connaissez maintenant. Donc le bilan, c'est que la perception de la vaccination en France est déséquilibrée, comme le suggère cette balance qui penche du mauvais côté, c'est-à-dire vers une surestimation des risques. Par exemple, ce qui est une spécificité française de penser que la présence d'aluminium dans les adjuvants, qui est
un élément important qui permet l'efficacité des vaccins, donc que cet élément est dangereux, même si cela est avancé par un médecin, nous sommes dans le domaine des fake news. À vrai dire, toutes les fake news dans le domaine de la vaccination sont avancées par des médecins. Ça leur donne un petit peu plus de crédibilité. C'est un fait, mais ça ne leur empêche pas d'être des fake news. Et à l'inverse, une méconnaissance des bénéfices, paradoxale mais compréhensible, d'un oubli de ce que sont les maladies infectieuses, ce qu'était la poliomyélite par exemple, que les gens ne connaissent pas, ou une banalisation des maladies comme la rougeole, et donc un constat qui est cette relative défiance, une insuffisance de vaccination, et même un échec complet, quasiment complet de la vaccination contre le papillomavirus. Comme je l'ai déjà dit, cette perception française n'est pas universelle. Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne, où la situation est actuellement favorable, bien qu'il y a une vingtaine d'années, ils ont eu un souci sérieux, où aujourd'hui, le poster qui est à gauche, que vous ne pouvez pas lire, qui émane des autorités de santé britanniques, indique que 94% de la population adhère à la politique vaccinale, qui est la même en gros que celle qui est proposée en France, qu'il y a une confiance et une adhésion de la population, avec des risques qui sont considérés, le risque de la vaccination, considéré à leur juste place, c'est-à-dire comme très faible, et des bénéfices absolument considérables. Évidemment, la question sous-jacente, c'est comment expliquer une telle divergence de perception qui fait qu'un pays comme la Grande-Bretagne, ainsi que la plupart des pays de l'Europe du Nord, ont confiance en la vaccination, alors que ce n'est pas le cas aux États-Unis et ce n'est pas le cas dans l'Europe du Sud, en étant un tout petit peu schématique. Nous avons travaillé, comme beaucoup d'autres, sur les questions des causes et mécanismes de la défiance à l'égard de la vaccination. Je ne voudrais pas être trop long, juste en évoquer quelques-unes, certaines qui sont universelles et d'autres qui sont franco-françaises, et expliquant notre particulière défiance à l'égard de la définition dans notre pays. Il y a certainement, ceci a déjà été évoqué plus tôt dans la journée, une aspiration à une liberté de décision individuelle, à une prise en charge. Je décide de ce que je souhaite faire, donc je l'applique à la santé. Je suis un citoyen demi-expert, pardon, pas un demi-citoyen, et je décide ce que je pense être bon en ce qui me concerne ou en ce qui concerne mes enfants en matière de vaccination. Aspiration en partie légitime, dans certains cas totalement légitime, mais pour les raisons que j'ai déjà évoquées, non légitime dans le contexte de la vaccination. Les biais cognitifs, les pensées rassurantes, cela a été très très bien décrit tout à l'heure, jouent un rôle majeur dans le domaine de la vaccination. On peut avec l'invention du mot truthiness, de quelque chose comme la véritude, c'est-à-dire l'apparence de vérité, pour se rassurer soi-même lorsque l'on décide de penser que la vaccination n'est pas souhaitable. Dans le contexte français, il y a trois éléments qu'il faut brièvement évoquer. Le premier, c'est une longue histoire. Nous sommes un pays qui, collectivement, que ce soit les professionnels de santé, les politiques ou les citoyens, avons une faible culture de prévention. Vous pouvez penser au tabac, à l'alcool, à la sécurité routière, comparé à d'autres pays. Évidemment, cela concerne aussi la vaccination. Malheureusement, notre pays a été touché par des scandales sanitaires objectivement montrés récents. On peut penser à l'histoire du Mediator et à d'autres qui ont fait diminuer considérablement la confiance, certainement à l'égard de l'industrie pharmaceutique qui produit les vaccins, mais aussi des autorités de santé. Et puis, il y a eu des crises spécifiques, pas des scandales, mais des crises d'organisation ou d'annonces autour de la vaccination, hépatite B en 1998, pandémie grippale en 2009, je n'entre pas dans les détails, mais dont on sait par les enquêtes d'opinion qu'elles contribuent à alimenter la défiance. Et cette défiance, elle est alimentée par toute une série d'événements. Le fait qu'en première ligne, les médecins, parfois les pharmaciens, sont dépassés, ils le disent très bien, c'est-à-dire que dans le temps d'une consultation, un médecin, même convaincu du bien fondé de la vaccination, ne prendra pas ou ne prendra plus le temps de l'argumentation pour expliquer à une personne qui hésite de l'intérêt de la vaccination. Et ceci est délétère. Et bien sûr, les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé. On a entendu parler du site de loin le plus fréquemment impliqué dans la propagande anti-vaccinale, mais les collègues sociologues, Jocelyn Rode, dont le nom a déjà été cité, et Pierre Verger, qui est sociologue à Marseille, ont fait une enquête systématique. Ils ont identifié 17 sites sur Internet en langue française qui propagent de l'information fausse anti-vaccinale. Donc il y a la matière. Et les médias, on en verra quelques exemples tout à l'heure, peuvent être amplificateurs de ces croyances en les reprenant à leur propre compte et avec une volonté générale des personnes qui propagent ces idées, par ailleurs, de décrédibiliser les experts. Il y a une
je pense aujourd'hui on peut parler d'une certaine crise de légitimité de l'expertise en santé en général et dans la vaccination en particulier. Et face à cela, en tous les cas jusqu'à l'initiative de Marisol Touraine début 2016, un silence tant politique que médiatique des autorités de santé et à vrai dire de nous les professionnels de santé associés à ces autorités de santé. Donc après cette analyse, notre groupe, fondé sur les travaux des 2 jurys dont j'ai dit un mot, ont émis un certain nombre de recommandations qui ont été présentées fin novembre 2016. Vous avez incidemment l'adresse du site internet si vous souhaitez plus de détails. Et je rappelle ce qui a été dit en premier lieu par les jurys, et ceci était important parce qu'il s'agissait donc de personnes a priori naïves concernant les questions de vaccination et qui arrivaient certains avec néanmoins quelques idées favorables ou défavorables, mais ils ont rappelé unanimement le caractère impératif et indispensable d'un programme de vaccination, tant à but de protection individuelle que collective, ce qui est rappelé vraiment le fondement de ce qu'est une politique de santé publique dans ce domaine. Et ils ont demandé, et évidemment nous avec eux, un engagement ferme et résolu de l'État et des autorités sanitaires dans la durée en faveur de la vaccination. Sur un plan pratique, toute une série de recommandations que je vais brièvement passer en vue ont été effectuées, certaines directement qui concernent directement le rétablissement de la confiance à l'égard de la vaccination. Donc c'est rétablir la confiance aussi auprès des experts, essayer d'établir une transparence de ces experts autant que faire se peut et un accès aux données. Derrière cette phrase, il y a des notions assez complexes à mettre en œuvre, mais néanmoins cela est important. La nécessité d'un effort d'information, d'éducation, de communication. À droite, c'est une image de documents qui vont être prochainement diffusés dans ce sens. Je n'entre pas dans les détails. Et une place importante pour l'école, un lieu où on vaccine et un lieu où on explique ce qu'est la vaccination. D'autres recommandations concernaient, c'est plus technique, la simplification du parcours vaccinal. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais sur un plan pratique, cela est important. La nécessité de mieux former les professionnels de santé, tant au cours de leurs études qu'au cours de leur vie, lors de la formation continue, et un effort de recherche. Et puis on arrive au point sensible, qui est celui de cette fameuse obligation vaccinale, sachant qu'en France, une de nos particularités, que nous avions depuis 1964 une situation de cohabitation entre 3 vaccins obligatoires, dont j'ai déjà parlé, et des vaccins plus récents, rougeole, hépatite B et d'autres, simplement recommandés, ce qui crée une confusion totale. Les enquêtes d'opinion montrant par exemple que les vaccins recommandés étaient considérés par beaucoup, pas par tout le monde, comme des vaccins facultatifs. Il y a une confusion entre le sens des mots recommandés et facultatifs. Donc dans ce contexte, il y avait 2 options. Suspendre à court terme l'obligation vaccinale et rejoindre l'attitude des pays de l'Europe du Nord, où on l'a vu, la confiance en la vaccination est forte, ou au contraire, élargir temporairement, tant que la confiance n'était pas suffisante, l'obligation vaccinale. Et globalement, avec les jurys, même s'il n'y avait pas unanimité, il a été opté, comme vous le savez, pour la seconde stratégie, donc contraindre dans un contexte de tentative de conviction, même si ce n'est pas forcément simple d'allier ces 2 termes. Donc proposer une obligation vaccinale élargie pour les enfants de moins de 2 ans, ça concerne 11 vaccins, selon une notion à l'état public de principe de responsabilité, en considérant que c'était ainsi défendre un bien commun de la santé publique qui dépasse les intérêts individuels, et en pensant aussi, même si c'est une pétition a priori qui mérite d'être confirmée, on le verra, si la contrainte, l'obligation, peut être en soi un facteur d'acceptabilité parce qu'elle est un signal fort adressé aux professionnels de santé d'une part, à la population en général, qui indique, on parle de choses ici sérieuses, qui méritent d'être suivies. De fait, les vaccins obligatoires sont suivis par la population, même parmi les personnes qui hésitent, qui était un des gros arguments qui a plaidé en faveur de cette obligation vaccinale. Il y a d'autres recommandations sur les vaccins anti-HPV, l'adulte, la vaccination des professionnels de santé, qui, dans le contexte de la conviction de rétablir la confiance, est une notion importante autour de la notion d'exemplarité de la vaccination que doivent proposer les professionnels de santé. Donc voilà ce qui ont été les recommandations. Donc je voudrais terminer en essayant de discuter. Évidemment, c'est une discussion pas totalement objective, puisque j'ai été acteur dans cette affaire, mais d'analyser quelles ont été les conséquences et est-ce qu'on peut considérer que ce travail effectué, en particulier le travail des jurys et
globalement de l'analyse et des propositions autour de la concertation citoyenne a été un travail utile, efficace. Il y a des arguments, à mon avis, majoritaires pour répondre oui, mais aussi quelques arguments négatifs. Argument majoritaire, c'est qu'au décours positif, au décours de ces recommandations, il y a eu un grand nombre de positions prises, de soutien à ces recommandations, de très nombreuses sociétés savantes du monde médical, même si ce n'est pas la totalité, mais la grande majorité d'entre elles, d'institutions qui ont pignon sur rue, mais parfois double tranchant, comme les académies de sciences, médecine, pharmacie, comme l'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale, des ordres professionnels concernés qui ont fortement soutenu ces recommandations, l'ordre professionnel des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, certains syndicats de médecins, les syndicats des infirmiers. Les infirmiers sont très mobilisés autour de la vaccination, et une partie de la société civile, d'associations qui sont impliquées dans des questions de santé. Et ce soutien n'est pas négligeable, et il était rejoint très récemment par la Cour des comptes, qui a pris dans son rapport début 2018 une position extrêmement forte en faveur de l'ensemble des mesures pour favoriser la vaccination, y compris l'obligation vaccinale, ce qui n'est pas sans intérêt. Ceci s'associe à une mobilisation des professionnels. Une illustration du soutien, c'est ce communiqué de presse, par exemple, qui était sorti après la description des propositions de la concertation citoyenne. C'est la fin de ce communiqué de presse avec une liste de signataires. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième point, c'est l'attitude des médias, que je voudrais illustrer de quelques exemples, et à mon avis qui mériterait d'être creusé en termes d'études systématiques et plus objectives que ce que je vais présenter dans un instant. À mon avis, au cours de ces 2 dernières années, on a observé progressivement un changement d'attitude de certains médias, une meilleure écoute et une meilleure présence des experts, de la parole des experts dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et je vais vous en montrer 2 exemples à travers le journal Le Monde et le journal Le Parisien, probablement Le Parisien étant plus important en termes de ce qu'il reflète de la perception dans notre société d'une problématique, en l'occurrence la vaccination. Le Monde, en 5 épisodes brefs, lors de la présentation des recommandations de notre travail, il y a eu un premier article factuel paru le 1er décembre, donc le lendemain de cette présentation, par la journaliste qui s'appelle Pascal Santi, qui est un article qui décrit simplement les propositions, comme le titre l'indique. De façon un peu surprenante, quelques jours plus tard, nous sommes le 9 décembre, 10 jours plus tard, la même journaliste écrit un article qui, on va dire les choses de façon un peu vulgaire, dézingue le travail de la concertation citoyenne, avec un titre que vous pouvez lire, une concertation citoyenne sur les vaccins déconcertante, super jeu de mots, où elle met en cause l'indépendance et la transparence du comité chargé de rétablir la confiance à l'égard des vaccinations. Cet article est extrêmement hostile et reprend les arguments qui ont été mis sur le net dans les jours suivant les propositions par les opposants les plus farouches à la vaccination. C'était associé à un dessin qui était en grande page à l'intérieur du Monde, où vous voyez probablement un médecin, peu importe, un professionnel de santé, en train d'utiliser une seringue comme une arme pour viser un papillon, donc une image pas forcément extrêmement positive de la vaccination. Quelque temps plus tard, Le Monde encore, 3e épisode, dans un supplément qui paraît un samedi, le 7 octobre 2017, donc nous sommes plusieurs mois plus tard, dans un article, peut-être vous ne pouvez pas lire tout en haut dans l'encadré rouge, qui écrit « Vaccin, virgule, scandale sanitaire, virgule, désinformation, la défiance des Français envers le corps médical et l'industrie pharmaceutique s'accroît ». Factuellement, ce n'est pas exact, parce que défiance de l'industrie pharmaceutique, oui, défiance des médecins, ce n'est pas exact. Mais le plus intéressant ici, c'est de voir que dans la même phrase figurent les vaccins, des scandales sanitaires et la désinformation. Et à nouveau, ceci est accompagné d'un dessin pleine page, enfin une photomontage, où cette petite fille reçoit une injection et avec un serpent peu amène qui en sort. Donc ça, c'est certaines positions du Monde, hostiles ou critiques, mais en même temps, il y a déjà été fait allusion, les décodeurs font un magnifique travail. Ils ont sorti toute une série de documents en réponse aux questions que les gens se posent sur la vaccination, qui est un travail didactique d'une très grande qualité, mais de façon intéressante. Je ne suis pas là pour faire l'histoire des médias ou des journaux, mais il vient en contradiction avec l'attitude des journalistes qui écrivent dans le journal. Et je trouve relativement intéressant. Et in fine, c'est mon point le plus important, c'est peut-être grâce aux décodeurs, pour ce qui concerne Le Monde, je ne sais pas, mais in fine, lorsque la ministre Agnès Buzyn annonce l'obligation vaccinale, un éditorial du journal, ça paraît au début de cette année, ou fin de l'année dernière, 30 décembre 2017,
conclut et dit, au titre, une obligation sanitaire de bon sens. Donc la position du monde a évolué. Ça serait intéressant de savoir de quelle manière, quels ont été les facteurs qui sont intervenus, mais de toute façon évidente, la position a évolué. De façon plus brève, le Parisien, encore une fois peut-être plus significatif à l'échelle de notre société, le 1er décembre 2016 a un titre également factuel, vers les vaccins pour enfants obligatoires mais gratuits, ce que nous proposions. Mais en septembre dernier, c'est un titre, une une sur quelque chose qui est du domaine des fake news, qui sont les dangers de l'aluminium dans les vaccins. Aluminium dans les vaccins, le rapport qui dérange, rapport qui n'existe pas. Il faut le savoir, c'est une discussion avec l'Agence nationale de la sécurité médicale du médecin qui prétend que l'aluminium est dangereuse. Mais c'est un titre, première page, deux premières pages du Parisien. Ça, là, nous sommes le 21 septembre 2017. On peut dire que c'est la recherche du scoop. Mais un autre, presque au même moment, autre journaliste du même journal dit « Vaccin obligatoire, non-réponse à vos questions ». Donc c'est assez factuel et didactique. Et in fine, il y a à nouveau quelques jours, le 6 janvier dernier, un autre article, et un peu sur le registre de l'émotion, un témoignage qui conclut « Vaccination obligatoire, je sais qu'un défaut de vaccin peut tuer ». C'est une députée qui dit cela et qui explique pourquoi il faut se vacciner. Donc à nouveau, une évolution d'un journal avec des perceptions variables à des moments donnés, mais qui va globalement, me semble-t-il, même s'il faudrait analyser les choses de façon plus approfondie, vers une évolution de la pensée, en tous les cas de l'attitude de certains médias. Et je prends un troisième et dernier exemple avec le Figaro. J'aurais pu prendre n'importe quel autre média français. Ces jours-ci, comme vous le savez, une personne est morte à Poitiers, je crois, de la rougeole, une jeune adulte qui n'avait pas été vaccinée. Et le point important, me semble-t-il, ce n'est pas nouveau malheureusement qu'une personne décède de la rougeole. Vous avez vu dans les chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure, cela survient régulièrement en France. Mais cette fois-ci, cela fait la une des médias, ce qui n'était pas le cas au Paralab. Je pense que jusqu'à il y a 2 ans, il eût été inconcevable que le Figaro, par exemple, ou un autre média mette en première page sur la une de son site internet ce que vous pouvez lire, une mort en Nouvelle-Aquitaine à la suite de l'épidémie de rougeole. Évidemment, c'est suivi d'une défense de la vaccination. Je pense que ça correspond à nouveau à une évolution assez significative des médias en ce qui concerne la vaccination et donc qui donne un tout petit brin d'optimisme à l'évolution des choses. Élément encore plutôt favorable, c'est que la mobilisation qui évidemment a eu lieu des personnes hostiles à la vaccination, des sites qui propagent les fausses nouvelles, n'ont pas réussi à vraiment entraîner beaucoup de gens derrière eux. Ils ont par exemple essayé d'organiser des manifestations au sens propre, où très très peu de personnes se sont rendues. Il y a eu des tentatives d'instrumentalisation politique, néanmoins, qui ont eu lieu. Hostiles, je peux faire allusion à l'opposition du Front National en particulier, mais aussi de quelques élus verts ou d'extrême gauche, mais qui n'ont pas eu de portée. Peut-être même n'en avez-vous pas entendu parler. Donc je pense que ceci est également favorable. Évidemment, le plus important a été la décision de la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de suivre beaucoup des recommandations et donc de rendre obligatoire ces fameux 11 vaccins, ce qui est le cas depuis le début de cette année. Mais ça a mis 1 an, mais 2 gouvernements, donc c'est un temps très raisonnable. Si on veut chercher des raisons de s'inquiéter, on en trouve, parce qu'il se poursuit une activité si on va sur les réseaux sociaux, une activité extrêmement importante d'opposition à la vaccination, qu'il y a un bruit médiatique important. On parlait ce matin de charlatans du langage. Je me permettrai d'en citer 2. C'est M. Joyer et malheureusement M. Montagnier, qui a été un scientifique en son temps, et qui développent des positions donc totalement infondées et qui ont une certaine audience dans les médias et sur les réseaux sociaux. De nouvelles pétitions ont été lancées contre la vaccination. On peut noter, et ça c'est peut-être une subtilité qui est peut-être dangereuse, c'est que le discours franchement hostile à l'égard de la vaccination s'est déplacé sur le caractère obligatoire de la vaccination, qu'on est en droit de discuter bien naturellement. Mais ceci peut avoir des effets pervers sur la vaccination elle-même. Et puis, si je considère encore les médias, certains médias continuent de placer sur un plan d'égalité dans le traitement de l'information ou de la façon d'interroger les personnes de façon égalitaire entre la discussion scientifique, la présentation scientifique de la vaccination et les opinions et les croyances. Donc une vision relativiste qui, évidemment, ne peut pas être considérée
comme rassurante. Si bien qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des incertitudes, que le bilan, on ne peut pas le faire aujourd'hui, et qu'on peut se poser la question, certes vaine, mais on a le droit de réfléchir néanmoins, de savoir si les mêmes mesures auraient été prises et qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ce passage à travers cette tentative de médiation par la concertation citoyenne sur la vaccination. Pour conclure, mon sentiment, qui n'engage que moi, et qui est donc une vision partiellement subjective de cette évaluation du travail effectué. Je pense que ce type de conférence citoyenne peut avoir une utilité sociétale dans une situation donc de confrontation entre mauvaise écoute de l'expertise scientifique et le développement des croyances. Et clairement, la vaccination a été l'objet de cette confrontation, mais qu'il y a un certain nombre de conditions à réunir pour espérer un certain succès. J'en vois 4. C'est que d'une part, ces croyances n'aient pas emporté complètement la population, ce qui n'était pas le cas de la vaccination. Je vous ai rappelé que 25% environ des personnes ont une certaine défiance, qui reste minoritaire, qu'autour de cette conférence citoyenne, les conclusions soient reprises par les acteurs, par un grand nombre d'acteurs sociaux et professionnels du domaine, avec une présence médiatique, ce qui, je crois, a été le cas. Il faut une volonté politique, ça a été clairement le cas avec, dans un premier temps, Marisol Touraine et surtout, dans un second, Agnès Buzyn, qui a pris les décisions claires et nettes, et que ce soit associé à une communication adaptée. Maintenant, nous verrons, in fine, dans quelque temps, ce qu'il en est. Je vous remercie.